chaque consommateur a une arme, il suffit d'arrêter de cliquer. Donc moi, j'engage vraiment tout le monde à entrer dans la grève du clic. Le porno, tout le monde en regarde, ou presque, mais les conditions de tournage, tout le monde s'en fiche, ou presque. Le sort de ces femmes, tout le monde s'en fiche, ou presque. C'est une production d'abattage parce qu'en fait, c'est des scénettes très courtes, ultra violentes, qui se répètent sans lien entre elles à l'infini. Il y a une sorte de trilogie infernale, les féminicides, les attentats masculinistes et la nouvelle pornographie. Et en fait, c'est vraiment... Ça marche ensemble, si je puis dire. Oui. Les combats pour les droits des femmes, c'est les combats pour l'égalité. C'est pas des combats pour retirer des droits aux hommes, c'est pour en donner aux femmes. Jackie et Michel et French Bukkake, ce sont deux affaires dans lesquelles une vingtaine d'hommes ont été mis en examen et qui bousculent la société et la justice. Elles mettent en cause l'industrie pornographique en France et dénoncent des pratiques absolument immondes. Pour l'une, l'instruction est en cours, l'autre attend une date pour un procès. Pour la première fois, un livre donne la parole aux plaignantes par le biais d'autrices qui racontent leur histoire. Son titre, Sous nos regards, récit de la violence pornographique, qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Un ouvrage collectif qui réunit donc ces témoignages sidérants de ce que ces femmes ont subi. Violences sexistes, racistes et physiques, viols en réunion, menaces et chantage. Ce que vous allez entendre est extrêmement dur, éprouvant, je préfère le dire, mais il est plus jamais nécessaire d'en parler. Quand le porno rime avec soumission, exploitation, domination des femmes et alimente ainsi la culture du viol. Nous allons ouvrir cette discussion avec vous, Christelle Tarot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste des féminicides. Je rappelle votre histoire mondiale chez La Découverte en 2022. Et vous avez préfacé ce livre de témoignages sous nos regards, dont le principe donc est simple. Le récit de ces femmes nous est raconté par la plume de 15 autrices, parmi lesquelles notre seconde invitée, Alice Géraud. Bonjour. Bonjour. Journaliste, autrice, scénariste. De vous, on peut lire notamment Sambre Radioscopie, d'un fait divers qui a été adapté récemment en série pour France Télé. Commençons peut-être par les faits. Alice Géraud, puisqu'on s'y intéresse, vous avez pris la plume pour raconter l'histoire de Loubna. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelque sorte, en quelques lignes, en quelques phrases, ce qu'a subi Loubna ? Alors Loubna, elle a, comme beaucoup de femmes plaignantes dans ces deux affaires et dont on raconte l'histoire dans ce livre, elle a subi des violences avant, pendant et après, et c'est la particularité de ces violences-là. Et elle a subi, comme beaucoup, parmi les femmes dont nous racontons l'histoire, un continuum de violence depuis son enfance et ce que je dis, c'est presque même avant de naître, puisque elle naît d'une mère adolescente prostituée et elle subit des violences nourrissons qui vont amener à son placement en famille ou en famille d'accueil, en foyer, où elle va subir des violences sexuelles et puis, comme beaucoup d'enfants de l'assistance publique, elle va, enfin comme tous d'ailleurs, elle va être livrée à elle-même à l'âge de 18 ans, vivre dans une extrême précarité, dans des squats, où elle va subir à nouveau des violences sexuelles et des viols. Voilà, c'est un continuum qui fait que elle arrive un jour sur le plateau d'un tournage de Jackie et Michel, dont elle ignore même ce que c'est. Elle va être elle va arriver là par un homme qui, préalablement, se sera incrusté dans sa vie, aura déjà exploité son corps en la mettant sur le trottoir, et puis un matin va l'amener dans un pavillon de banlieue sans la prévenir Voilà, et on va lui dire de prendre une douche, de se déshabiller, de descendre au sous-sol où l'attendront 3 hommes nus et un caméraman. Je vais lire un extrait. Les termes sont crus. Il y a 3 films à faire. 150 € pour chaque vidéo. Les hommes nus, eux, sont là pour leur plaisir. Ils ne sont pas payés en argent. C'est Loubna, leur rémunération. Finalement, le caméraman laissera moins que prévu à Loubna, 300 €. Le reste, ce sera pour son homme à elle, puisqu'il a fourni la marchandise. Elle n'a rien à dire, rien à demander, elle est la marchandise. Le tournage commence, des heures de pénétration. Pendant que ça se passe, je me sens comme un déchet. Parfois, elle arrive à parler, elle dit qu'elle ne veut pas d'anal, elle répète, elle hurle, se débat. Les 2 hommes nus finissent par renoncer. Elle ne veut pas non plus qu'ils éjaculent sur elle, mais ils le font quand même. C'est le caméraman qui décide. Ce qu'elle dit n'a pas d'importance. Elle résume. À ce moment-là, tu n'es pas en position de t'échapper. Tu dois faire ce qu'il dit.
Voilà, bah, c'est exactement ça et c'est-à-dire que, enfin, elle est la marchandise, ça dit énormément de ce qu'est, cette pornographie et puis dans l'extrait que vous avez lu aussi, l'absence de possibilité du non, N-O-N, n'existe pas en fait. Et puis, si on poursuit le récit après, parce que c'est important, les violences continuent parce que ces vidéos vont tourner indéfiniment sur le web. Elles sont supprimées d'une plateforme, elles réapparaissent sur une autre. Et pour ces femmes, c'est une impossibilité du droit à l'oubli et une humiliation à vie. Et c'est d'ailleurs une de leurs demandes les plus sûres. Quand j'ai rencontré cette femme que j'appelle Lubna, elle a même presque un réflexe en permanence. Elle a son téléphone et elle est tout le temps en train de vérifier. Elle tape le nom du titre de sa vidéo. Je dis sa vidéo, mais elle ne lui appartient pas, pour voir combien il y en a en circulation. C'est une obsession et c'est normal. Et d'autant plus que pour la plupart de ces femmes, on ne leur a pas dit, en fait. Il y a des tromperies au consentement, il y en a à tous les niveaux, oui. à tous les niveaux, mais souvent on leur a dit ça va être c'est une vidéo qui sera pour quelques personnes au Canada. En réalité pas du tout, c'est sur internet, c'est des millions et des millions de vues et moi quelque chose qui a marqué la plupart des autrices qui ont participé à cet ouvrage, c'est et qui m'interroge beaucoup personnellement, c'est qu'elles sont reconnues dans la rue. Oui. Enfin, dans la rue, au boulot. Lubna, c'est dans une réunion, dans un espace extrêmement safe pour elle, qui est des narcotiques anonymes. Un jour, elle voit deux, trois mecs qui rigolent, ils se font passer une vidéo, et c'est sa vidéo. Moi, ça m'interroge parce que ça dit quelque chose du nombre de visionnages qu'il peut avoir, notamment pour les victimes de Jackie et Michel. Je comprends. On va revenir évidemment sur Alice Giraud, sur les suites, les conséquences une fois que ce tournage abominable est terminé. Enfin, parce qu'on l'a dit aussi, ça peut durer de nombreuses heures, voire des jours. Christelle Tarot, qui est avec nous également et qui préface ce livre Sous nos regards, il y a un mot qu'a prononcé Alice Giraud, c'est la déshumanisation. Oui, eh bien, en fait, on est confronté à une pornographie qui n'a cessé d'évoluer, en fait, depuis la fin des années 70 et dont la marque de fabrique, en fait, en tout cas pour cette nouvelle pornographie qui nous intéresse, nous, qu'on définit comme la nouvelle pornographie, qui est une pornographie d'une extrême brutalité. Pour une raison très simple, c'est que effectivement, pour des raisons qui sont liées à l'histoire du porno, le fait que le porno a quitté la sous-culture dans laquelle il est né, disons, au départ, qu'il est plus cantonné à des cinémas où globalement seuls les hommes allaient, qu'il est revenu d'abord par la VHS. Des cassettes vidéo. Par les cassettes vidéo chez nous, dans nos maisons, et puis qu'ensuite, avec la révolution technologique d'Internet et puis surtout du streaming gratuit, tout le monde regarde du porno. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où c'est sorti d'une niche et que ça s'est massifié et généralisé, on a vu que les gens s'accoutumaient à des choses qu'ils voyaient toujours de manière un petit peu sulfureuse avant. Et donc cette habitude que le porno a pris, l'installation du porno dans nos vies, fait que en fait il y a une désensibilisation de la personne qui regarde. Et donc, qu'est-ce que ça a produit dans cette industrie ? Ça a produit le fait d'accroître des pratiques de plus en plus extrêmes. Je crois que c'est pas du tout spécifique au cinéma porno. Enfin, c'est une évolution qu'on voit dans l'ensemble du cinéma, une violence de plus en plus exacerbée. Parce que, évidemment, pour que la personne clique à nouveau, il faut lui proposer de la nouveauté. Et de la nouveauté encore plus violente, encore plus... Oui, de la nouveauté hyper crade. C'est un porno du crade, de la violence, de la brutalité. Et bien sûr que ça repose sur la déshumanisation, puisque les pratiques sont de plus en plus extrêmes. Donc il faut mettre une distance, bien sûr, entre la femme qui est l'objet des violences et puis évidemment ceux qui la pratiquent. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est aussi le changement, en fait, presque dans cette industrie du porno. On a commencé à parler de porno amateur avec ces vidéos
vidéos qui étaient tournées de façon amateur, donc beaucoup moins cinématographiquement parlant, si on peut dire. Mais aussi, vous dites, plus personne ne fait carrière dans ce porno, car personne ne veut s'infliger ça. Il n'y a plus d'actrices porno, en fait. Bah, je crois pas, non, en fait, parce que en réalité, le problème. Alors, je veux quand même revenir sur la question du porno amateur, parce que le porno amateur, c'est pas ça, en fait. Le porno amateur, c'est vous, c'est moi. Voilà, on est chez nous, on fait un petit film entre nous, on se le regarde de temps en temps parce que ça nous fait plaisir. C'est pas monétarisé, ça sort pas de l'espace intime ou dans un espace intime qui est Restreint. Très restreint, voilà. Donc ça, c'est du porno amateur. Mais ce dont on parle, c'est pour ça qu'on dit bien que c'est du porno dit amateur, parce que c'est un porno professionnel qui se targue de cette étiquette d'amateur, mais qui est pas du tout amateur. Alors, il est amateur dans le sens où c'est pas des gros producteurs, c'est pas les plus gros businessmen du marché, même s'ils font quand même de l'argent, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Hein. Mais je crois que c'est vraiment important de dire que porno amateur et porno dit amateur, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc ça, c'est important de marquer la frontière de manière très nette. Quand vous dites qu'il n'y a plus d'actrices, ça veut dire clairement dans tous les témoignages, Alice Géraud, que les femmes, il y a quelque chose qui revient, c'est qu'elles ne savent pas ce qui va leur arriver. Oui, elles ne savent pas ce qui va leur arriver la plupart du temps parce que il y a quelque chose d'assez sophistiqué dans la barbarie et la préparation dans ces affaires-là. Un certain nombre de femmes, notamment dans l'affaire dite French Bukkake, ont été avant piégées sur Internet, sur Facebook notamment. Une fausse femme en réalité, Axel Vercoutre, repère sur Facebook des femmes en situation de vulnérabilité, et souvent en situation de vulnérabilité économique. Elle va sympathiser avec elles, elle va les mettre en valeur, elle va les soutenir, et puis elle va leur proposer des plans pour avoir de l'argent facilement et sortir d'une situation momentanément compliquée. Des plans d'escorte, on emploie toujours des euphémismes en fait sur le voilà, et elles vont elles vont avoir rendez-vous dans un hôtel où elles vont subir, en fait, Axel Vercoutre s'appellera Julien Dossi, est un homme, où elles vont subir un premier viol qui va les briser, je crois que c'est ce qu'on appelle un viol de dressage, et ensuite les choses vont s'enchaîner, et c'est comme ça qu'on se retrouve au milieu, moi, ce que j'appelle le cercle de l'enfer, c'est French Bukkake, je ne sais pas si tout le monde sait de quoi il s'agit, c'est assez inimaginable. Ce sont des dizaines d'hommes qui se rassemblent, souvent dans des hangars, généralement ils sont cagoulés, cachés derrière l'anonymat, et au milieu d'eux se trouve une femme à qui ils vont faire subir les pires humiliations, le jeu, je ne sais pas comment dire, consistant principalement en des viols, mais à éjaculer sur cette femme collectivement. Enfin, c'est voilà, l'horreur absolue, et on ne vient pas naturellement au milieu de ce cercle de l'enfer. Est-ce que vous disiez sur le cinéma amateur, il y a autre chose aussi, c'est que je crois que pour les femmes que nous avons rencontrées, dont nous racontons l'histoire, mais aucune d'elles n'a l'impression, ne se revendique comme actrice. Et c'est très important. C'est pas du cinéma. Dans le cinéma, on simule les choses. Là, ce sont des violences qu'elles ont vécues. Dans le cinéma, enfin, je mets quelques guillemets parce que on connaît l'actualité aujourd'hui. On ne couche pas avec le réalisateur. Voilà, ce n'est pas du cinéma pour elles. C'est des violences qu'elles ont vécues et qui sont vendues au plaisir de millions de personnes. Une course aux pratiques extrêmes dans lesquelles ces hommes, organisateurs, producteurs, acteurs, rabatteurs, utilisent le corps des femmes. Oui, mais avant, je veux rebondir sur cette question du cinéma, parce que je pense que c'est très important. Le problème essentiel de ce porno, c'est qu'il est devenu majoritaire, il est addictif et il est prescriptif. Peut-être on va revenir là-dessus après. Mais pour ce qui concerne la question de savoir si c'est du cinéma ou pas, ce n'est pas du cinéma. Parce que, quel que soit ce qu'on pense du porno d'avant, on doit convenir quand même qu'avant, il y avait quand même au moins un scénario, des décors, des dialogues, des mises en situation, des scripts, une avancée éventuelle du script en question.
et que maintenant, incontestablement, ça n'est plus du tout le cas. C'est pour ça que je parle, entre guillemets, de cinéma des orifices, parce qu'on comprend bien que à peine les personnes en question mises en situation, on a immédiatement un focus sur les organes qui sont pilonnés d'une manière extrêmement violente, avec des pratiques qui ont bien sûr toujours existé, mais qui, effectivement, qui sont de plus en plus extrêmes. Donc, je ne sais pas si on peut citer les pratiques en question ici, mais je pose la question. Mais par exemple, on va le faire. En disant effectivement, et je l'ai dit, que ce que nous allions raconter ce matin était difficile à entendre et très cru, mais allez-y. Non, mais par exemple, une pratique qui a toujours été importante dans le porno à toutes les époques, c'est la sodomie, mais maintenant on n'est plus à la sodomie parce que c'est totalement has-been. On en est à la double, voire à la triple pénétration anale. Or, aucun être humain n'est formaté pour cela. Vous écrivez dans cette préface que le porno gonzo hétéro-macho a cannibalisé notre rapport à nous-mêmes et aux autres, a vampirisé nos pratiques et nos imaginaires sexuels. Ben oui, parce que comme je l'ai dit, il est massivement diffusé, qu'il n'y a quasiment plus d'alternatives visibles sur ce qui constitue l'essentiel de la consommation du porno aujourd'hui, qui est le streaming gratuit, ou plus ou moins gratuit d'ailleurs, ça, c'est encore un autre débat, mais enfin en tout cas le produit d'appel, quelques minutes de cinéma porno gratuit, enfin de production pornographique gratuite. Et du coup, on constate, et c'est ce que disait Alice tout à l'heure, que tout le monde en regarde. Qu'on en regarde à tous les âges, de plus en plus jeunes, qu'on en regarde dans toutes les classes sociales, que les hommes en regardent beaucoup, que les femmes en regardent aussi, et que du coup, ce porno qui est probablement le pire porno qui ait jamais existé. Vous utilisez le terme de porno d'abattage. Oui, c'est du porno d'abattage, parce que comme je le dis, on passe des heures et des heures à regarder des pénétrations d'orifices extrêmement brutales, mais aussi, il faut bien le dire, des actes d'humiliation répétés, des têtes dans les chiottes, des femmes qui se font insulter en flux tendu. Donc tout ça, pour moi, c'est du porno d'abattage. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Ça veut dire que pour abaisser les coûts, on réduit, comme ça a été le cas dans la prostitution, finalement l'activité à la passe. Donc pour moi, en fait, c'est un cinéma, c'est une production d'abattage parce que en fait, c'est des scénettes très courtes, ultra violentes, qui se répètent sans lien entre elles à l'infini. C'est exactement ça, le porno d'abattage. Avec les coulisses aussi, Alice Géraud, séquestration, drogue, alcool, tous ces rapports imposés et des durées qui sont inimaginables de tournage et de rapports imposés, justement. Oui, ces violences sont inimaginables et ça peut être plusieurs jours séquestrés dans un appartement avec des blessures graves. On parle de prolapsus pour certaines. C'est des violences extrêmement importante et, à mon sens, extrêmement sous-documentée, je pense, par ce que disait Christelle. Le porno, tout le monde en regarde, ou presque, mais les conditions de tournage, tout le monde s'en fiche, ou presque. Le sort de ces femmes, tout le monde s'en fiche, ou presque. Et c'est un vrai souci, c'est quelque chose qui c'est aussi le pourquoi de ce livre. C'est-à-dire que cette consommation massive, c'est massive et quotidienne. C'est le porno, on l'a dans la poche, dans son smartphone. C'est le collègue de bureau qui se lève et en fait qui va aux toilettes comme on irait se fumer une clope en fait. Et ça, ça participe aussi du fait que ça fasse effraction dans l'imaginaire collectif, l'imaginaire véhiculé, extrêmement violent, véhiculé par le porno. Déjà en 2022, un rapport du Sénat mettait ces traitements en lumière, et je cite le rapport, 90% des scènes pornographiques comportent de la violence sexuelle, physique, verbale, qui sont massivement répandues pardonnez-moi, elles ne sont pas simulées, mais bien réelles pour les femmes filmées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On aura le temps de prolonger la discussion parce qu'on arrive au terme de cette première partie, mais pour changer le regard sur ce porno-là, comment faire prendre conscience aux gens qui regardent, qu'ils sont en train de regarder des viols ou des rapports imposés ? Faut le dire déjà.
C'est ce que nous faisons au maximum. Ça, c'est le premier point, c'est toujours la prise de conscience. Prendre conscience que ça ne va pas. Ensuite, quand on prend conscience que ça ne va pas, on a quand même une arme très importante. Chaque consommateur a une arme. Il suffit d'arrêter de cliquer. Donc, moi, j'engage vraiment tout le monde à entrer dans la grève du clic. Parce que la meilleure manière d'assécher le milieu en question, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc il faut arrêter de cliquer. Et arrêter de cliquer, ça permet de minimiser le problème. Et puis enfin, je pense qu'il faut une très importante œuvre de pédagogie en ce qui concerne les questions de sexualité. Parce que, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, et j'adhère totalement à ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, ce type de porno, qui est encore une fois massif, a vampirisé nos imaginaires. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on se projette dans un univers fantasmatique, les codes de ce porno, en fait, sont les seuls codes auxquels nous avons accès. Donc, il y a urgence, je pense, et ça sera sur le plus long terme, à imaginer de nouveaux imaginaires qui conduiront à de nouvelles pratiques, qui seront des pratiques, par exemple, où le consentement est absolument essentiel, mais aussi la réciprocité et l'égalité. Un beau projet. On va poursuivre cette discussion, s'interroger sur comment protéger ces femmes qui témoignent et également ce que va faire et peut faire la justice, la prise de conscience aussi que doit avoir la justice. On va se retrouver dans 20 minutes, toutes les deux et toutes les trois, d'ailleurs tous les trois, pardonnez-moi, pour poursuivre cette discussion juste après le journal. À tout de suite. Nous poursuivons notre discussion ce matin sur les ravages de cette nouvelle pornographie, industrie devenue une entreprise massive de destruction des femmes. Nous sommes toujours avec la journaliste Alice Géraud qui a pris la plume pour raconter l'histoire de Loubna dans cet ouvrage collectif Sous nos regards, récit de la violence pornographique au seuil, livre que vous avez préfacé, Christelle Tarot. Livre, on l'a dit, éprouvant à lire, des propos qui sont difficiles à entendre aussi ce matin, mais qui sont indispensables. Christelle Tarot, vous êtes historienne spécialiste du féminicide, et vous dites d'ailleurs qu'il y a dans ce porno, dans ce nouveau porno, une dimension idéologique. Évidemment. Il suffit de regarder ça 3 secondes pour saisir effectivement la charge idéologique majeure de cela. Moi, en travaillant de longues années sur les féminicides dans une perspective mondiale, j'ai bien compris en fait que cette nouvelle pornographie, si tant est même que ce mot a du sens en réalité, elle procède donc vraiment d'une riposte et dont les pornographes ne se cachent pas d'ailleurs, parce que quand on les écoute, ils le disent. Ils disent que, en fait, ils montrent ce qu'ils pensent que les hommes veulent voir, c'est-à-dire de la violence contre les femmes et de la violence de plus en plus extrême. Et donc, il me semble que pour moi, il y a une sorte de trilogie infernale, les féminicides, les attentats masculinistes et la nouvelle pornographie. Et en fait, c'est vraiment... Ça marche ensemble, si je puis dire. Vous voulez dire qu'à mesure que on parlait de progrès il y a quelques instants, que les droits des femmes se développent, que l'on parle, que l'on dénonce les atteintes aux femmes, les féminicides, la riposte, c'est cette pornographie qui dépasse toutes les limites. Absolument. En fait, il faut comprendre que les luttes, les combats pour les droits des femmes, c'est les combats pour l'égalité. C'est pas des combats pour retirer des droits aux hommes, c'est pour en donner aux femmes. Alors évidemment, donner des droits aux femmes, c'est peut-être retirer le privilège masculin, mais c'est autre chose. C'est pas une question de droit, c'est une question de privilège. Je pense que c'est quand même important de le préciser. La nouvelle pornographie, et d'ailleurs, moi, en travaillant pour cette introduction, je suis très frappée par cela, dit qu'il s'agit en fait pour beaucoup des hommes qui sont dans cette production, d'une revanche contre les femmes. Ils emploient le mot revanche, en particulier utiliser finalement les femmes dont nous parlons, les victimes dont nous parlons, les 16 victimes qui composent ce livre Sous nos regards, sont finalement le véhicule de frustration masculine. Donc ces femmes vont finalement incarner des territoires qu'ils veulent conquérir, quoi. Enfin, donc tout ça, si c'est pas de l'idéologie, qu'est-ce que c'est ? Si c'est pas de l'idéologie masculiniste, qu'est-ce que c'est ? J'ajoute que de surcroît, pour beaucoup de ces productions pornographiques, en plus du masculinisme, il y a le suprémacisme souvent. Donc il faut voir que
la base, c'est la haine des femmes, c'est la misogynie, mais s'articule à ça, évidemment, un classisme terrible, un racisme systémique. Une partie des plaignantes de ce livre sont des femmes racisées. Quand on entend « faut défoncer la beurette », on comprend dans quel univers on se trouve quand même. Ce racisme, d'ailleurs, Alice Géraud, tout comme la torture, qui n'ont pas été reconnues comme des circonstances aggravantes, notamment dans l'affaire French Bukkake. Il y a eu la chambre d'instruction a écarté la torture et la barbarie et ses circonstances aggravantes. Et certaines de ces plaignantes qui aujourd'hui s'organisent, se mobilisent avec les associations, avec ce collectif aussi, et la publication de ce livre, ça veut dire qu'il faut aussi que la justice, je sais pas, participe de cette prise de conscience qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, alors la justice participe, mais il y a du chemin à parcourir effectivement, mais la justice participe parce que ces deux affaires, et notamment l'affaire French Bukkake, qui est renvoyée devant une cour criminelle, effectivement les plaignantes aimeraient que ça soit une cour d'assises, c'est quand même, ça sera un premier procès historique. C'est la première fois que des responsables des organisateurs, et des acteurs, enfin ils sont aussi acteurs généralement, de l'industrie pornographique, sont renvoyés pour des faits de nature criminelle extrêmement graves. On parle de viol en réunion, de viol aggravé, de proxénétisme, de traite d'êtres humains. Voilà, c'est déjà et donc c'est déjà l'ouverture d'un débat. C'est aussi l'utilité de la justice. Ça va être d'abord de sanctionner. Et donc c'est quelque chose de normatif, mais c'est aussi, on le sait, ces grands procès, la justice est publique. C'est l'occasion d'ouvrir un débat de société de la même manière que essayer de le faire, ce livre collectif. Mais effectivement, le combat judiciaire n'est pas terminé, effectivement, vous le rappeliez, pour les parties civiles qui sont effectivement à la fois des femmes victimes de ces hommes et de cette industrie, mais qui sont aussi un certain nombre d'associations qui se sont constituées partie civile, associations pour les droits de l'homme, associations féministes, parce que c'est un combat qui concerne la société pour faire avancer les choses. Et effectivement, ils aimeraient que soient reconnus les actes de torture et de barbarie et le racisme, ce que rappelait Christelle, qui est une dimension extrêmement importante dans la production, on le sait, dans les recherches de vidéos de la part des consommateurs. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Alors, il y a évidemment la réparation que va amener la justice. Il y a un procès en attente pour French Bukkake et dans l'affaire Jackie et Michel, une instruction qui est toujours en cours. Mais aujourd'hui, ces femmes, elles sont anonymisées dans ce livre parce qu'elles vivent aussi un enfer aujourd'hui, alors que ces vidéos qu'elles ont demandé à ce qu'elles soient retirées sont toujours visibles parce que hébergées sur des sites à travers le monde. Avec aussi, voilà, je parle de traque parce qu'en quelque sorte, elle n'arrive pas à s'en sortir. Il y a une jeune femme qui raconte qu'elle a dû déménager 18 fois, que ça fait 12 ans que ça dure et qu'à chaque fois, on la retrouve. Les gens avec qui elle travaille, les collègues la reconnaissent et lui mènent la misère, une vie difficile. C'est quelque chose qui nous a collectivement, toutes les autrices de ce livre, on en a beaucoup discuté entre nous, qui nous a sidérés en fait. Toutes les femmes que nous avons rencontrées sont reconnues dans la rue, au travail, dans les transports, non seulement reconnues, mais harcelées. On parle un moment dans un des textes d'une femme qui est vendeuse dans un magasin de bricolage et elle a un désaccord avec un client, enfin bon bref, sur un produit qui veut changer, il n'a pas le ticket, etc. Il la reconnaît et il va utiliser cette reconnaissance. Enfin voilà, on bascule dans quelque chose. Elles sont chosifiées dans leur vie courante et c'est un enfer d'autant plus qu'elles n'arrivent pas. Et là-dessus, il y a vraiment un enjeu aussi de régulation sur les plateformes. Elles n'arrivent pas à faire enlever ces vidéos, à les faire retirer. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elles disparaissent d'une plateforme, elles réapparaissent sur une autre. Et c'est un enfer. Et ça dit quelque chose de... C'est assez bavard sur le degré de consommation en fait de ces vidéos pour que ces femmes, dont on peut penser que les consommateurs ne regardent pas spécifiquement en premier lieu le visage, soient reconnues.
Christelle Tarot, on a parlé de justice il y a un instant. Ces affaires font écho à un autre procès qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. C'est le procès Pellico, qui a fait réagir aussi beaucoup la société, la justice. Est-ce qu'il y a peut-être une prise de conscience commune entre ces cas ou pas? Comment vous tirez des liens, vous? Oui, évidemment, ce sont de grandes affaires judiciaires qui montrent d'ailleurs à quel point les violences faites aux femmes sont systémiques en réalité dans nos sociétés et touchent des pans entiers, si ce n'est l'ensemble de la société. Ce qui est important aussi pour nous dans ce livre, c'est qu'à contrario de Gisèle Pelicot, et on voit comment Gisèle Pelicot a été maltraitée malgré tout, Gisèle Pelicot avait quand même le profil, entre guillemets, je mets ça vraiment en très gros guillemets, de la bonne victime, d'une certaine manière. Là, on va être confronté, notamment dans le procès qui arrive avec French Bukake, à des femmes qui vont être évidemment considérées, jugées, stigmatisées comme étant des mauvaises victimes, entre guillemets. Là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. On le sait bien, il n'y a que des victimes. Il ne fallait pas y aller. Pourquoi est-ce que tu t'y es rendu ? Oui, bien sûr. En fait, on sait très bien pourquoi. Parce que précisément, on l'explique et elle l'explique elle-même de manière extrêmement puissante. En particulier, hors de la logique exclusivement misérabiliste et victimaire, simplement par la précarité économique des femmes, qui est un vrai sujet et qu'on met toujours un peu sous le tapis. Et donc, ce qui sourd de manière extrêmement puissante de ces témoignages, c'est cette immense précarité des femmes dans la diversité en fait des trajectoires qui sont les trajectoires de ces femmes. Donc, nous, ce qu'on veut faire au travers de ce livre, c'est justement préparer l'opinion publique au fait qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises victimes. Il y a des femmes qui sont victimes d'un système de prédation ultra-violent et que ces femmes doivent avoir toute notre aide, toute notre solidarité, notre sororité et toute notre empathie parce que ce qu'elles ont vécu est inacceptable dans une société comme la nôtre aujourd'hui. Comment on avance dans cette prise de conscience alors qu'on l'a dit tout à l'heure, toutes les classes sociales consomment du porno. J'ai quelques chiffres. 17 millions de Français majeurs visitent des sites pornographiques au moins une fois par mois. 3,8 millions le font quotidiennement, majoritairement des hommes, on l'a dit. Et c'est aussi un phénomène qui touche bien sûr les mineurs. Je dis bien sûr parce que c'est évidemment ce que vous expliquiez tout à l'heure, Christelle Tarot, sur la diffusion massive, gratuite de ces vidéos qui sont donc dans notre poche avec Internet et notre téléphone portable. 2,3 millions de mineurs visitent des sites pornographiques chaque mois. C'est 30% des mineurs. Comment on arrive à faire évoluer aussi le regard sur justement cette pornographie ? Mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur l'ampleur de la consommation et le mode de consommation. Ce que je disais tout à l'heure, quoi, le porno est au fond de sa poche, quoi. Et il y a des régulations qui sont largement insuffisantes, lacunaires. On le voit, ça ne fonctionne pas. Mais il y a aussi, je crois qu'il y a c'était aussi l'idée de ce livre, c'est qu'il y a un besoin de récit, de redire, de dire en fait ce qui est, et que ces femmes, on a mis une phrase de Toni Morrison au fronton de notre livre. Il y avait une femme dans ce corps après tout. Il y avait quelqu'un dans ce corps après tout, pardon. Et je pense que ça résume l'intention de ce livre. Ces femmes sont réduites au mieux à des corps, comme tout à l'heure le rappelait Christelle, très souvent à de simples orifices. Et l'enjeu, parce que ce livre, c'est pas un essai, c'est pas une enquête sur l'industrie pornographique, ce sont des récits. Et l'idée, c'était de redonner une humanité, une biographie, une vie à ces femmes qui ont été réduites à l'état de corps ou d'orifice. Et je pense que c'est un des enjeux de prise de conscience, c'est de comprendre ce qu'on regarde et de comprendre ce qui est. C'est ça qui est difficile quand on doit se défendre. En même temps, on doit rester anonyme le plus possible parce qu'on est déjà assailli de toutes parts. Et en même temps, il faut mettre des visages et des histoires, comme vous le dites, porter cette voix. C'est l'intérêt, pour le coup, du récit et de la littérature, effectivement, c'est de pouvoir redonner une existence des humanités
du courage, et puis la dimension collective du livre est importante parce qu'elle permet aussi de coudre ces existences les unes entre elles, voilà, c'est ça le principe des pages du livre, et de former un tout et de sortir l'isolement en fait de ces victimes, et puis de les sortir aussi. On parlait des enjeux judiciaires. Mais alors c'est extrêmement important, évidemment, pour elles, en tant que partie civile, d'être reconnues comme victimes, mais elles ne sont pas que ça. Et je crois que c'est des choses qu'elles avaient envie de dire et qu'on relaie par ces textes. Ce collectif d'autrices, comment il s'est constitué ? Alors, il s'est constitué à l'origine avec deux d'entre nous qui sont et la journaliste Hélène Devinck et la romancière et comédienne Adélaïde Bon, qui chacune avait commencé à travailler, avait été sensibilisée notamment par les enquêtes de Lorraine de Fouché, la deuxième préface de ce livre, grand reporter au Monde, qui a beaucoup écrit sur ces affaires. Et elles se sont rencontrées et elles se sont dit, on va en faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, créer du récit, dire les choses. Et ce collectif s'est constitué, ce que j'ai trouvé assez joli, en fait, autrice après autrice, chacune appelant une autrice. Alors, moi, il se trouve que je suis journaliste, mais je suis pas la majorité du genre dans cet ouvrage. Ce sont beaucoup de romancières, dramaturges, une rappeuse, et je pense que la dimension littéraire du livre est importante. Que vous ont dit ces femmes quand vous avez proposé ce projet de porter leur voix comme ça ? Alors, l'idée, c'est parce qu'il y a 16 plaignantes qui nous font raconter leur histoire. Il y en a quasiment une cinquantaine sur l'ensemble des affaires. Donc, l'idée, c'était d'avoir évidemment des femmes volontaires, des femmes qui ont envie de participer à ça, et le collectif, c'était aussi une façon de produire comment on fait consentement, comment on leur fait relire à chaque étape. C'est en ce sens que nous on évoque une forme de coécriture, alors qui se fait à des degrés divers selon les plaignantes, mais qui est extrêmement importante et qui est constitutive de la démarche du livre. C'est en fait, je crois que c'est vraiment un projet extraordinaire parce que c'est une forme de réparation individuelle et collective. C'est-à-dire que elle se répare avec nous et nous réparons avec elle, parce qu'il y a aussi dans le collectif des femmes qui ont été victimes de violences, qui sont d'ailleurs elles aussi plaignantes dans des procès en cours ou à venir. Donc, et ça montre aussi que les violences faites aux femmes, ça touche quand même de très, très, très nombreuses femmes dans ce pays. Et moi, j'aime beaucoup ce thème de la réparation, parce que quelque chose de terrible a été abîmé, en fait, chez ces femmes d'abord. Mais en fait, ce qui les abîme, elles, nous abîme nous. Et donc, il faut que l'on se répare. Et donc, il y a la réparation immédiate, celle qui arrive, la réparation judiciaire, qui est essentiellement une réparation répressive. Vous avez mal agi, vous allez être puni, très bien. Mais la société ne peut pas se contenter de cela. Et c'est pourquoi je dis qu'une autre forme de réparation, c'est la réparation qui prépare le futur. Réparer le futur, c'est faire comprendre que nous vivons dans une société dingue, où les relations entre les êtres humains, en particulier les relations entre les hommes et les femmes, sont devenues catastrophiques. Il faut donc réparer cela profondément et ne pas abandonner un domaine si important de la vie des êtres humains qui est la sexualité à des prédateurs, des agresseurs et des vampires. Donc il faut faire un travail sur le très long terme qui peut prendre diverses formes, qui peut être éduquer la jeunesse, préparer, travailler sur la construction d'imaginaires alternatifs où le consentement, ça sera central, mais aussi peut-être la réciprocité et l'égalité. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire maintenant, c'est quelque chose qu'on doit faire dans la longue durée pour qu'un jour, en fait, on voit peut-être une pornographie qui soit une pornographie égalitaire, inclusive et réciproque et empathique. Et c'est pour ça que ce livre
Et c'est pour ça que ce livre est important. Sous nos regards, récit de la violence pornographique qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Et je précise que tous les bénéfices et les droits d'autrice sont reversés à la Fondation des femmes et ça aidera évidemment les femmes dans leur combat et dans ce combat en particulier. Merci à toutes les deux, Christelle Tarot, Alice Giraud, d'être venues ce matin sur France Culture pour nous parler de ce thème. Merci à vous. Les matins du samedi se poursuivent jusqu'à 9h. Il est 8h38 sur France Culture.